Alors si vous aimez le joueur Jon Rahm, vous allez adorer la vidéo d'aujourd'hui car je vais vous proposer une analyse de son swing comme vous l'avez jamais entendu auparavant. Pour la simple et bonne raison que j'ai préparé son analyse de swing en 3 phases qui ont été spécialement conçues pour vous permettre de comprendre quels sont les éléments de son swing sur lesquels on peut s'inspirer, qui vont nous aider dans notre propre swing et au passage notre jeu. 2, comprendre les éléments de son swing qu'on devrait peut-être laisser pour Jon Rahm parce que l'erreur qu'on fait tous en tant que passionné de golf, c'est qu'on regarde en fait nos joueurs préférés à la télé et on a tendance souvent à vouloir imiter ou copier certaines positions mécaniques de certains joueurs en sachant que certaines choses que Jon Rahm fait qui marchent exceptionnellement bien pour lui peuvent être catastrophiques pour vous. Donc on parlera de ça dans cette deuxième phase de l'analyse. Et la troisième phase qui est la plus importante, c'est que je vais vous proposer un exercice que vous allez pouvoir faire à la fois depuis chez vous mais également quand vous allez vous entraîner. Un exercice directement inspiré du swing de Jon Rahm qui va vous aider à comprendre comment acquérir beaucoup plus de distance et de puissance, notamment au niveau de vos mises en jeu, tout cela sans forcer. Alors la toute première question qui est hyper importante, qu'il faut toujours se poser lorsqu'on regarde un swing de golf à la télé, et dans mon cas lorsque je fais une analyse de swing, peu importe que ça soit un joueur amateur ou professionnel, c'est quel type de trajectoire est-ce que ce joueur essaye de produire. Et donc dans le cas de Jon Rahm, est-ce que vous êtes conscient, est-ce que vous savez quel type de trajectoire Jon Rahm crée au quotidien avec son driver? La réponse, c'est un fade. Donc, il faut savoir que tout le swing de Jon Rahm a été conçu, construit, organisé pour lui permettre de maîtriser au mieux cette trajectoire de balle qui produit exceptionnellement bien. Et je sais que dans la majorité des cas des golfeurs qui regardent cette vidéo, vous voulez produire du draw. Donc, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que vous allez comprendre à travers cette analyse de swing qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'inspirer, qui sont très bien à prendre, et peut-être qu'il y a des choses qu'on va laisser de côté et on va laisser Jon Rahm faire très bien parce que justement, il produit une trajectoire qui va être différente de celle que vous souhaitez produire au quotidien. Donc, prenez ça en compte quand vous allez écouter chaque partie de mon analyse de son swing. Alors, la chose déjà, quand on regarde le swing de Jon Rahm de face en vidéo, il y a quelque chose qui fait exceptionnellement bien, qui est bon à prendre pour tout le monde, c'est la largeur qu'il arrive à créer avec son driver. Là, je sais que j'ai un fer dans les mains, mais on va parler du driver aujourd'hui. Et en l'occurrence, quand il produit la première, ou quand il crée la première partie de son backswing, on voit qu'il y a énormément de largeur avec un corps qui vient se charger sur la droite. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bon à prendre pour tout le monde parce que très souvent, je vois des erreurs fréquentes comme des joueurs qui se retrouvent plutôt dans une position où les bras sont très repliés et redressés vers soi. Alors, il n'y a rien de mal à avoir les bras gauches qui sont un peu plus en flexion, mais attention à ne pas avoir les bras qui se replient complètement vers soi. Donc, on veut créer le plus de largeur possible tout en maintenant en fait une rotation autour d'un axe. Donc, vous voyez, donc, je vais créer une bonne rotation comme ça. Je vais tourner autour d'un axe, je vais charger sur le pied arrière, le pied droit parce que je suis un joueur droitier, mais en même temps, je vais avoir cette sensation de rester, de tourner autour d'un axe plutôt que de me déplacer latéralement à droite en pensant que je vais chercher cette largeur. Donc là, premier point clé de Jon Rahm sur lequel on peut s'inspirer, la largeur dans son backswing tout en restant conscient qu'on tourne autour de cet axe et on vient charger sur ce côté droit. Ça, j'adore, on peut prendre, peu importe le style de swing, ça c'est bon, c'est bon à essayer de reproduire. Maintenant, là où ça commence à devenir assez intéressant, c'est que quand Jon Rahm arrive au sommet de son backswing, on peut constater des choses qui sont assez différentes d'autres joueurs qu'on peut voir. Et c'est là où on commence à parler de signature de swing de chaque joueur. Dans le cas de Jon Rahm, il arrive dans une position au sommet du backswing qui est assez atypique dans le sens où il crée un backswing qui est très très court. Et je vais vous dire exactement pourquoi. Mais en fait, quand on regarde, contrairement à des joueurs, je vais prendre l'exemple d'un Rory McIlroy qui drive exceptionnellement bien la balle, on voit que Rory McIlroy a beaucoup plus de rotation avec un club qui voyage plus loin dans le swing de golf, vous voyez. Un autre joueur, quand on va dans l'extrême comme John Daly, lui pareil, il a le club qui se retrouve complètement derrière lui, vous voyez. Donc dans le cas de Jon Rahm, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il a ce backswing qui est très court, parce que c'est pas intentionné dans le sens où il a un manque de mobilité à la fois dans le pied droit et dans sa façon de créer de la rotation au backswing. Donc ce qui est intéressant, c'est que lui, en fait, quand il décrit son backswing dans ses propres mots, il dit « moi j'ai l'impression de compléter mon backswing et de finir mon backswing ». Mais puisqu'il a un manque de mobilité dû à des tests physiques où il a compris ses limitations physiques, alors que c'est un jeune joueur très athlétique, en fait, il a vu que au sommet de son backswing, c'est le maximum qu'il pouvait tourner tout en étant confortable. Donc quand il arrive au sommet de son backswing, lui, son sommet de backswing est ici. Mais un sommet du backswing d'un Rory McIlroy va être beaucoup plus loin et un John Daly va être ici, vous voyez. Donc c'est pour ça que ce sommet du backswing, c'est une des positions mécaniques qui est très propre à chacun. C'est là où on peut commencer à découvrir les signatures de swing de chaque joueur. Et donc, puisqu'il a ce backswing qui est très court, il a décidé de s'orienter sur un poignet, sur une position de main gauche qui est aussi pareil. Là,
a été structuré par rapport à son système de swing. Donc, il y a 3 positions de poignet gauche à prendre en compte quand on va au sommet du backswing. Il y a la position alors encore une fois, je parle pour un joueur droitier, hein, donc joueur gaucher, je suis désolé, on va parler de la main avant. Quand on arrive au sommet du backswing, on peut avoir la position du main gauche qui est dans une position cassée, c'est-à-dire qu'il y a un léger angle entre le dos de la main gauche et le poignet ici. On peut avoir la main gauche dans une position plat, et on peut avoir la position du main gauche dans une position bombée. Et en fait, ce qui se passe, je ne sais pas si vous avez regardé le club au moment où j'ai fait ça, mais en général, on retrouve une position de club qui est neutre ou voire légèrement ouverte quand on a le poignet gauche qui est légèrement cassé. Ensuite, quand on est à plat, vous avez vu que ça a modifié l'orientation de la face de club au sommet du backswing. Et quand on a la main gauche qui est complètement bombée comme ceci, ça positionne la tête de club dans une position très forte au sommet du backswing, d'accord? Donc dans le cas de Jon Rahm, lui, c'est ce qu'il lui fallait. Donc du coup, il arrive dans une position au sommet du backswing où le poignet gauche est complètement bombé, ce qui positionne sa tête de club dans une position très très forte. Et dans ses propres mots, lui, ce qu'il indique, c'est qu'il dit bah, ça me donne l'impression que je peux swinger très très fort dans la balle avec beaucoup de rotation du corps en maintenant cette face de club forte pour arriver dans une position à l'impact, et on va parler de cette position à l'impact, qui lui permet de maîtriser au mieux cette phase de club et d'avoir aucune rotation de la phase de club. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre phase de club va être forte au sommet du backswing, et moins vous avez besoin de la manipuler au moment de l'impact. Donc moins vous avez besoin d'avoir des rotations de main comme ceci. Encore une fois, il n'y a pas une position qui est meilleure que l'autre, il y a juste un fonctionnement qui marche pour chacun. Donc dans le cas de Jon Rahm, c'est le fonctionnement qu'il a décidé de faire. Et donc dans son cas, puisqu'il crée beaucoup de vitesse de club et il est très athlétique, il a cette capacité à sentir qu'il peut frapper très 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 fort dans la balle et maintenir en fait beaucoup de stabilité au niveau de la phase de club. Encore une fois, c'est propre à lui, c'est bien pour lui. Est-ce que c'est bien pour vous? Ça reste à débattre, ça dépend de votre système de swing et ce que vous êtes capable de faire physiquement ou pas. Donc il faut comprendre en fait les capacités de chacun. Alors juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, je souhaiterais vous inviter à découvrir une formation que j'ai créée, qui a été spécialement conçue pour les joueurs qui sont à la recherche de plus de régularité dans leur jeu sur le parcours. Vous savez, aujourd'hui, la régularité, c'est quelque chose qu'on souhaiterait tous acquérir et il y a une façon très spécifique de l'acquérir qui est très différente de ce que vous avez entendu auparavant. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et je vous montrerai pas à pas comment j'ai permis à tous les élèves de mon académie à acquérir la régularité qu'ils désiraient dans leur jeu. Alors parlons maintenant de l'exercice qui va vous permettre de ressentir comment acquérir plus de distance et de puissance. Encore une fois, c'est un exercice inspiré du swing de Jon Rahm car il fait quelque chose qui est exceptionnellement bien dans son swing, c'est sa capacité à transférer les appuis de la jambe arrière de la jambe avant, quelque chose qui est indispensable pour tout joueur qui souhaite taper la balle plus loin au niveau de les mises en jeu, mais également améliorer la compression de balle. Et en fait, il y a quelque chose qu'on remarque dans le swing de Jon Rahm qui est très intéressant et qu'on n'évoque jamais, c'est qu'en fait, c'est la façon où le club et les appuis travaillent de façon opposée. Je m'explique. En fait, on voit au sommet du backswing, quand je voudrais que vous focalisez votre attention sur la partie gauche, encore une fois, joueur droitier, Jon Rahm, donc la jambe gauche du swing de Jon Rahm, quand il démarre le swing, la jambe gauche travaille vers la jambe arrière, donc là, c'est normal parce qu'on veut charger le poids sur le côté droit, et jusqu'au moment ou juste avant, le moment où Jon Rahm complète son backswing, on voit que la jambe gauche revient dans sa position initiale de départ et commence à travailler vers la cible. Donc en fait, d'un côté, on a le club qui travaille vers le haut, d'accord, donc vers l'arrière, pardon, avec jusqu'au moment où le club travaille vers l'arrière, on a la jambe gauche qui travaille de façon opposée et qui commence à travailler vers la cible. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, avant de compléter son backswing avec le club, les bras et les mains, Jon Rahm a déjà enclenché la descente avec ses appuis qui transitionnent de la jambe arrière vers la jambe avant. Et ça, c'est une clé indispensable, déterminante si vous voulez gagner plus de puissance dans votre jeu. Donc, l'exercice que je vais vous proposer va vous permettre de comprendre comment le faire facilement, parce que là, vous vous dites, bah oui, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. J'ai le club qui travaille vers l'arrière, donc forcément, je sens que mon poids est sur la jambe droite, mais en même temps, tu me demandes d'avancer mon poids sur la jambe gauche. C'est pas facile, ça. Alors, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile à faire que vous pensez, parce que l'exercice est le suivant. En fait, vous allez commencer l'exercice avec le fer 9 ou le fer 8. Et vous allez vous placer comme vous le ferez habituellement avec ce club-là. Et en fait, en prenant votre stance habituelle, vous allez juste positionner votre pied avant. Vous allez faire un tout petit pas vers le pied arrière. Donc vous allez juste faire ça. Hop. Donc si je me mets sur le tapis, je prends ma position habituelle avec le club que j'ai en main. Donc là, moi j'ai un fer 5, donc ça c'est mon stance pour mon fer 5. Et là, en fait, je vais juste
avancer mon pied gauche vers le pied droit d'un tout petit pas, juste comme ça. Donc mon stance va être beaucoup plus petit que mon stance habituel. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, là je vais mettre ici parce que je vais swinger vers là. En fait, ce que je vais faire, c'est que donc stance habituelle, petit pas vers la droite. Là, je vais swinger vers le haut et juste avant que le swing complète sa montée, je vais avancer mon pied droit et le remettre dans sa position initiale. Ok? Donc ça va donner ça. Stance habituelle, petit pas vers la droite, je monte et avant de compléter, je pose. Vous avez vu ça? Donc je peux même le faire sans club. D'ailleurs, c'est peut-être mieux sans club au tout début. Les mains sur les épaules et après on va taper une balle et vous allez voir le contact de balle comment c'est fabuleux. Mains sur les épaules. Stance habituelle, petit pas vers la droite, petit pas, hein, c'est pas un grand pas, hein, c'est vraiment un tout petit pas vers la droite. Et là, je monte, et au moment où je monte, je sens que je pose. Vous voyez? Je monte, j'avance. Je monte, j'avance. Et là, j'ai le club qui continue à travailler ici, mais j'ai mes appuis qui sont déjà vers la balle, et là, je peux taper. Pardon, les appuis qui vont déjà vers la cible. La raison pour laquelle c'est important, c'est parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez sûrement dû entendre il faut mettre du poids sur la jambe droite au sommet du backswing, ce qui est vrai. D'accord? Quand on arrive au sommet du backswing, souvent on veut que le poids soit sur la jambe droite, mais si vous restez sur cette jambe droite, le problème avec ça, c'est que souvent, quand vous arrivez sur cette jambe droite et que vous pensez qu'il faut tourner correctement, là, à partir de là, souvent, ça va donner ce mouvement par-dessus. Et ça va créer beaucoup de problématiques parce qu'en fait, vous êtes dans une dynamique où le corps est resté à droite et là, tout de suite, vous allez revenir par-dessus là et puis vous n'avez pas transitionné les appuis entre la jambe droite et la jambe gauche correctement. Donc cet exercice vous permet de tout de suite ressentir comment les appuis doivent travailler pour vous permettre de ressentir beaucoup plus de puissance et de distance au niveau de vos frappes. D'accord? Donc je vais le faire maintenant avec la balle. Donc stance normale, petit pas vers la droite. Et là, je vais faire, je monte, je pose et je frappe. Et là, j'ai tout de suite senti que la qualité de la frappe, elle était, je ne sais pas si vous l'avez entendu au contact, mais elle est hyper, je sens elle est hyper fouettée. Stance habituelle, petit pas. Et là, j'y vais. Et vous savez, je pense à Padraig Harrington, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, capitaine de la Ryder Cup, qui effectuait cet exercice que je vous propose, même sur le parcours, quand il jouait à l'époque sur les circuits professionnels. Donc il fait cet exercice sur le parcours parce qu'il voyait qu'en fait il arrivait à mieux jouer en faisant cet exercice que lorsqu'il jouait normalement. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire à la fois à la maison avec les mains sur les épaules, juste pour déjà ressentir là et j'avance, vous voyez, là et j'avance. Vous pouvez le faire au practice en tapant quelques balles pour ressentir comment les appuis doivent travailler correctement. Et si ça marche super bien, pourquoi pas l'amener cet exercice avec vous sur le parcours? Parce que, encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur le parcours si ça marche bien. Si vous voyez que vous avez un peu de mal, là, peut-être que vous continuez à travailler un peu au practice et que vous le mettez de côté pour le parcours, vous le laissez en fait pour plus un exercice d'entraînement plutôt qu'un exercice à faire sur le parcours. Vous voyez? J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'oubliez pas mon invitation à découvrir ma formation qui a été créée pour les joueurs qui sont à la recherche de plus de régularité. Si c'est votre cas, si vous connaissez aujourd'hui un manque de régularité dans votre jeu, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et je vous montrerai pas à pas comment j'ai permis aux élèves de mon académie à acquérir beaucoup plus de régularité dans leur jeu.